Ce que je ne partage pas de mes prédécesseurs, de l'analyse de mes prédécesseurs, c'est la corrélation statistique atypique entre l'âge et la longévité du président Paul Biya et ses 92 ans et la défaite. Alors c'est ça que je comprends pas. Donc sa libération, c'est plutôt peut-être pour assurer et garantir sa sécurité. Sinon, je pense pas que cette libération soit le signe ou soit le symbole de l'abandon de toutes les charges qui pèsent contre lui. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir, vous êtes sur la radio Bakambi en direct sur nos antennes, comme on dit. Vous nous suivez, vous êtes en compagnie de M. Caius Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi, mais aussi co-fondateur de l'émission Innovant, parce que c'est une émission qui a été innovante pour notre radio. Elle a été créée avec la complicité de ceux qui aujourd'hui sont là, qui continuent à la faire, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, la présence de M. Myambalad Sostène. M. Myambalad, bonsoir. Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Bonsoir à mes co-débatteurs et certainement les co-débattrices seront présentes. Et spécialement un bonsoir à l'animateur, M. Caius Ebelebe. Et bienvenue à l'émission Innovant Bakambi, ou Bakambi Innovant. Merci beaucoup, M. Myambalad. Merci beaucoup. Vous qui êtes fidèle, vous êtes aussi à côté de M. Gabriel Ndian. M. Ndian, bonsoir. Bonsoir, cher ami Caius Ebelebe. Bonsoir, le grand Gaïno. Bonsoir, M. Sosel Nombala. En tout cas, bonsoir à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs sur la grande et historique radio Bakambi. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, M. Ndian. Vous aussi, vous êtes là, vous êtes présent comme tout le monde. Comme vous le pouvez, vous êtes là. Merci beaucoup. On parlera du PCT si on a l'occasion, mais on parlera de l'actualité aussi en votre compagnie et aussi en compagnie de M. Gaïno. M. Gaïno, bonsoir. M. Gaïno, je connais votre micro. Bonsoir, M. Caius Ebelebe. Bonsoir, M. Guy-Sostène et M. Gabriel Ndian. Les deux dames qui sont absentes, je pense qu'elles vont nous rejoindre. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue sur la radio Bakambi. Je pense que nous avons des sujets qui vont vous intéresser et merci d'être là présent pour nous écouter. Merci beaucoup, monsieur Gaïno. Merci pour votre présence à vous qui continuez toujours en tant que politologue à commenter l'actualité en notre compagnie et de celle des autres qui sont monsieur aujourd'hui. Pour l'instant, nous n'avons pas les deux dames, mais vous êtes en compagnie de monsieur Gabriel Ndian et monsieur Sostène Myambalad. On va commenter en espérant que les dames nous rejoindront plus tard et qu'elles aussi apporteront leur voix et leurs analyses. Pour commencer, on va parler de football. Football, je pense que vous avez vu, vous avez suivi. La RDC, pour ne pas dire la République démocratique du Congo, a marqué à la 92e minute. Il paraît-il que c'était un clin d'œil au président camerounais qui a été élu pour lui rappeler qu'il fallait qu'il parte et que eux ont marqué donc pour lui rappeler qu'à 92 ans, eh bien, le Cameroun n'est plus le grand pays du football africain. Et puis à côté, vous avez le Nigeria qui file trop tôt en finale, qui bat le Gabon 4-0 en France. La France se qualifie face à l'Ukraine, 4-0 aussi. Et l'Angleterre confirme, puisqu'elle est déjà qualifiée, 2-0 contre la Serbie. Vous avez suivi le match, M. Gaïno, Congo démocratique contre le Cameroun? Je n'ai pas suivi ce match-là, mais j'ai seulement suivi le score. Enfin, j'ai entendu parler du score. C'est assez intéressant de voir que voilà, nos chefs d'État ne s'occupent jamais de tout ce qui est de la valeur de leur pays, parce que le sport, c'est quand même, comment dirais-je, tout ce qui est sportif, ça entraîne aussi le rayonnement du pays. Alors, vous voyez, lorsqu'on néglige le sport, eh bien, c'est votre pays qui est en train aussi de s'effondrer. Voilà, M. Mbia, à 92 ans, ben, il sait même plus ce qu'on appelle le sport, le pauvre. Il est tellement pris déjà par les mots de la vieillesse qu'il ne pense à plus rien, et au lieu de laisser la place aux jeunes, ben voilà, il occupe. Et voilà aujourd'hui le Cameroun qui est en train de s'effondrer, comme l'économie camerounaise, comme la société camerounaise, elle s'effondre. Voilà. Elle s'effondre, vous voulez dire, en train de s'effondrer. Donc, l'équipe est à l'image du pays. L'Italie a été qualifiée devant la Moldavie aussi. D'accord.
D'accord, Vous ne merci. l'avez pas dit. Merci beaucoup. En tant qu'élu français, vous ne parlez pas de la France? Mais vous l'avez déjà dit. Alors, pas la peine. Je répète, tout le monde sait. Et la France, elle est très suivie dans les pays francophones. Donc, je sais qu'ils ont su que la France, effectivement, avec notre leader Mbappé, on ne pouvait pas ou ne pas être qualifié. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sosthène Miambalat, la France se qualifie 4-0, 2 buts de Kylian Mbappé. On a suivi tous. Je ne sais pas si le football y était. En tout cas, ils ont gagné. Moi, je n'ai pas vu la qualité. J'ai sûrement vu le talent individuel. On n'a pas vu la qualité. On ne sait pas si cette équipe est vraiment assez forte, même si les talents y sont. Hein. Et le Cameroun, 92e minute, très beau but. Chancel Mbemba qui confirme, c'est un capitaine, c'est un leader. La RDC a un mental de fer. Hein. Déjà, quand on suivait, quand on analyse, quand on lit ce qu'avait dit Weah, plutôt Mila, avant le match, il a dit RDC, c'est un gros morceau, c'est un pays qui joue un football simple, concret. Ils vont droit au but. Et ils ont été droit au but, ils ont marqué, le Cameroun s'effondre. 92e minute, il paraît que ça rappelle l'âge de M. Biya. C'est bien malade. C'est pas mal, hein? C'est bien malade. C'est pas mal comme anecdote. Merci. C'est bien malade, votre micro. Je crois que la question est adressée à M. Miambalat. Ben, moi, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Déjà, la victoire de la France, l'Angleterre, bon, c'est des pays avancés qui ont des installations sportives bien affirmées et qui prennent le foot comme partie intégrante de la vie socio-économique. Donc, pour dire que on peut pas faire la vie sans le sport, sans les arts, sans, en tout cas, tout ce qui est lié à la culture. Montre qu'il y a des pays qui maintiennent leur sens culturel, leur mobilisation dans ce sens-là, et ça prouve l'évolution d'un pays. Mais revenons à la compétition africaine, vous voyez que les choses sont claires. La RDC a gagné parce que le buteur, Chancel Mbemba, même dit qu'il y a la justice de Dieu. Donc, à un certain moment, on se dit que Dieu est dans ce que nous faisons. Au XXe siècle, vous voyez que vers le milieu du XXe siècle, le Congo était parmi les grands pays sportifs de l'Afrique. Vous dites le Congo démocratique, hein, qui était Congo-Kinshasa à l'époque. Je parle de notre Congo, le Congo-Brazzaville, la République du Congo. C'est un pays au milieu du XXe siècle qui était parmi les meilleurs pays de l'Afrique francophone sur le plan footballistique et même handballistique. On a eu des trophées, mais maintenant c'est le déclin. Et le déclin, ça se voit même au Cameroun. Puisque à la CEMAC, au niveau de la CEMAC, le Congo et le Cameroun se discutaient la première place. Il fut un temps, le Cameroun nous a dévancés. Le Cameroun était devenu la grande équipe africaine, alors que nous, on arrivait à battre le Cameroun. Donc nous, on est déclassés totalement, et ça montre aussi l'effondrement du pays, de l'économie, de l'armée, de la morale de notre pays. Et le Cameroun, voilà, au XXIe siècle, le Cameroun est devenu l'ombre de lui-même, avec un président très vieux, vieillard, qui montre la déliquescence de la République du Cameroun. Donc, on peut pas dire grand-chose. C'est l'Afrique centrale qui se meurt devant nous, parce que nous avons des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, même dans les royaumes. Il y a des monarques qui se fatiguent. Mais chez nous, voilà, le sort du Cameroun est lié à l'élection aussi de Paul Biya. Donc, c'est la perte de nos valeurs. C'est tout ce que je peux dire. Et la RDC a eu la chance de marquer le but à la dernière minute. Mais c'est ça le foot. Le foot, c'est pas la technique. La technique compte, mais c'est le résultat final et ce sont les buts. Il faut marquer les buts pour gagner les matchs. Donc, c'est un principe international. Quand on ne gagne pas, on a beau jouer, mais si on encaisse, même à la dernière minute, c'est une honte. Le Cameroun a joué comme des enfants, comme des gamins, dans la rigolade, parce que le pays est la risée internationale. Voilà ce que je peux dire sur ce plan. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dion, votre lecture à vous des résultats africains de la RDC et du clin d'œil qui a été fait par un commentaire, je reconnais,
d'un supporter de la RDC ou d'un autre pays qui a dit que c'était un clin d'œil. 92e minute, 92 ans. Il est temps que le Cameroun laisse la place à la RDC. Et au-delà de la lecture politique, on ne peut pas avoir une lecture simplement sportive pour dire que la RDC, ils ont un football. C'est vrai, ils ont des joueurs qui jouent dans des grandes équipes à l'extérieur, mais ils ont aussi cette fibre patriotique quand ils portent le maillot. Il faut le reconnaître que la RDC, quels que soient les problèmes qu'ils ont chez eux, quand ils jouent au football, ils font tout pour gagner. Ils mouillent le maillot, comme on dit. Tout à fait, M. Cayus et Belébé. Tout à fait. Ce que je ne partage pas de mes prédécesseurs, de l'analyse de mes prédécesseurs, c'est la corrélation statistique atypique entre l'âge et la longévité du président Paul Biya et ses 92 ans et la défaite. Alors, c'est ça que je comprends pas. C'est vrai, M. Gaïno, en tant qu'analyste politique, M. Nyambala, en tant que membre de l'UPADES, ils ont une lecture et la facilité de faire des corrélations là où il n'y en a même pas, quoi. Mais enfin bref, c'est une analyse qui leur appartient. Cependant, je me permets de dire que oui, je suis d'accord avec vous dans votre conclusion, M. Cayus et Belébé. La République démocratique du Congo, les joueurs de la République démocratique du Congo, c'est des gens qui sont optimistes du début à la fin. C'est-à-dire que tant que le match n'est pas fini, eh bien, voilà. Et ils ne perdent pas espoir. Moi, j'ai étudié dans un pays qu'on appelle la Roumanie, et M. Sosa Mbala connaît très bien l'expression, on dit ceci, Ninja yeste rotunde, le ballon est rond. C'est-à-dire que tant que le match n'est pas fini, on ne perd pas espoir. Et voilà, à 92e minute, on vient marquer un but qui fait, voilà. Mais revenons à nos moutons. La République démocratique du Congo, c'est la sœur, sinon la grande sœur de la République du Congo. La République du Congo, il faut le savoir quand même, ils ont à peu près, les deux Congos ont à peu près le même parcours footballistique. Les premiers Jeux africains ont été organisés au Congo. Je pense, si ma mémoire est bonne, 1965. Le Congo a gagné la première Coupe d'Afrique, sa première fois plutôt, si ma mémoire est toujours bonne, 1972. La République démocratique du Congo qui vient après la gagne en 1974, quelque chose comme ça. Et après, doucement, nous qui étions un grand pays footballistique, un grand pays même handballistique, comme l'a dit Sosé Nyambala, j'aime bien l'expression, eh bien, on a été doucement donc dépassé par la RDC, qui est arrivée jusqu'à la Coupe du Monde. Rappelez Sosé Nyambala, nous étions en Roumanie, la Coupe du Monde, le match avec la Yougoslavie, et voilà, doucement, aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est devenu l'ombre de lui-même, et la République démocratique du Congo continue son bon nombre de chemin avec détermination, avec efficacité. Effectivement, chapeau à la France. La France a une fois de plus démontré que c'est une grande nation du football, d'une part, et d'autre part, ancienne équipe championne du monde. Donc c'est tout à fait normal. Les 4-0 avec les 2 buts de Mbappé ont été vraiment l'expression de la maturité footballistique, l'expression de l'expérience et l'expression de la victoire collective. Maintenant, le Cameroun, oui, le ballon est rond. Ninja, il se retourne. Vous ne pouvez pas gagner à tout moment. Mais je ne vois pas la corrélation avec l'âge de M. Paul Biya. Je ne vois pas la corrélation avec le fait qu'il soit réélu président de la République. Au contraire, ils n'ont pas brillé. La RDC a montré que, voilà, ils étaient déterminés jusqu'à la fin. Voilà pourquoi ils ont gagné. Quant à l'Italie, quand même, c'est une grande nation de sport, notamment en termes de football, et ils n'ont fait que montrer qu'ils sont égaux à eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire d'emblée comme ça, là, M. Cayus et Belébé. Un mot pour répondre à M. Gabriel, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Gabriel, Monsieur Gabriel, il faut savoir que lorsque vous êtes dans un bateau, il y a le capitaine. Et c'est le capitaine qui a le gouvernail, qui sait vers où on navigue. Alors, vous savez, quand on fait allusion au président de la République, parce que celui qui est l'instigateur même de la force, celui qui pousse le pays vers le développement, vers, comment dirais-je, la victoire, tout ça là, c'est le gouvernement, monsieur. Si vous avez un gouvernement qui est défaillant, vous allez voir votre pays sera défaillant en tout. Regardez le cas du Congo. Vous savez, la RDC, ce sera la deuxième fois
qu'ils vont participer à la Coupe du Monde. Mais le Congo n'a jamais été même à la porte de la Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On voit que ce sont les dirigeants qui poussent, ceux qui organisent tout, ceux qui poussent tout. Mais quand vous avez des dirigeants défaillants, votre pays n'avance nulle part. Or, quand on regarde le cas du Congo, vous voyez vous-même que même l'équipe du Congo, ça n'existe plus. Mais l'époque dont tu parles là, c'était au moment où on avait les gens, les gouvernants, qui pensaient qu'on pouvait injecter l'argent dans le sport, on pouvait former les gens, on pouvait faire ceci, cela. Il ne faut pas oublier ça. Et le Cameroun, qui était un grand pays, regardez depuis que M. Mbia est au pouvoir et qu'il perdure là-bas, le Cameroun, même économiquement, a chuté. Regardez les indices. Le Cameroun a chuté. Et partout, y compris le football. On voit même les niveaux, que ce soit les niveaux scolaires, tout ça, là, je vous jure que partout ça chute. C'est la faute aux dirigeants. Oui. Monsieur Gaïno, est-ce qu'au-delà du cadre du Congo, qui on comprend très bien parce que les origines qui sont les nôtres nous lient au Congo, mais est-ce qu'au-delà du football, du cadre du Congo, le Cameroun, c'est pas seulement ce que vous dites, vous, dans le cadre de l'échec politique, il y a eu des conflits internes. Le président Biya a quand même nommé l'un des meilleurs, si c'est le meilleur actuel, parmi les meilleurs joueurs africains qui était Eto'o à la tête de la fédération. Il a été écarté, critiqué, attaqué pour son style, pour son implication dans le changement qui lui tenait entrepris à mettre en place à la Fédération du Cameroun. Et le ministre des Sports s'est impliqué, lui, en faisant venir quelqu'un qui a complètement coulé l'équipe. On l'a laissé, on l'a soutenu. Vous parlez là du côté politique, mais est-ce que le président, en nommant Eto'o, lui-même aussi n'a pas compris qu'il était temps de prendre un autre cap et que ce sont plutôt les hommes qui se sont battus et, on va dire, pour le ministre des Sports, homme du sérail, homme du système, la politique s'est impliquée malheureusement dans les décisions et le choix de l'entraîneur qui n'était pas celui du président de la fédération. Ce n'est pas ça aussi cette crise qui fait que le Cameroun se retrouve aujourd'hui éliminé de la Coupe du Monde, qualification Coupe du Monde. Vous soulignez plusieurs faits. Ce vieillard-là, il est assis chez lui, il ne connaît même pas ce qui se passe au niveau du football. Donc, quand il faut nommer, il ne faut pas seulement entendre le nom, mais il faut voir les compétences de la personne dans un domaine, parce que tous les domaines, on n'est pas compétent. Est-ce qu'Eto'o était compétent pour diriger, c'est vraiment la fédération de football camerounaise ou bien je ne sais plus quoi là. Bon, deuxièmement, bien sûr. Bon, mais il n'a pas prouvé. Deuxièmement, il a prouvé, c'est lui qui a fait qu'il s'arrive à ce niveau-là. Il a été écarté et Song a été mais il a été écarté pourquoi? S'il a été écarté, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Vous savez qu'on a un problème d'ego dans certains pays où on n'aime pas ceux qui ont réussi continuent à réussir. Hein. Non, mais monsieur Kaou sait qu'il y a eu des problèmes, on ne peut pas écarter quelqu'un comme ça. Et le deuxième aspect que je voulais aussi souligner, c'est d'abord le financement si vous voulez, de tout ce qui est football. Est-ce que réellement l'équipe camerounaise dispose des moyens financiers? Et troisièmement, je voudrais dire, lorsque vous avez les politiques qui s'ingèrent, vous avez des politiques qui s'ingèrent, le ministre qui s'ingère, le président qui s'ingère, celui-ci qui s'ingère, forcément, l'équipe ne peut pas fonctionner. Il faut laisser les techniciens du système travailler librement. Or, chez nous... C'est là où je te rejoins. C'est là où je te rejoins, le Gaïno. Là, je te rejoins à 100%. Voilà, merci. Donc, chez nous, souvent, il y a une ingérence qui est liée au sentiment, qui est liée à ceci, qui est liée à cela, pour plusieurs raisons. Donc, tout ça, ce sont les facteurs qui font finalement votre équipe ne peut pas progresser. Alors que le Cameroun a quand même de très bons joueurs à l'extérieur. Comment voulez-vous qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne pas? Ça, il y a un problème. Mais lequel? Donc, M. Kaïs Belébé, j'aimerais compléter M. Gaïno. Je le rejoins là donc à 100%, 1000% sur le dernier aspect technique. Parce que bon, moi, c'est pas tellement la longévité, l'âge politique ou l'âge humain du président Paul Biya qui aurait... Non, là, je ne partage pas ce point de vue. Par contre, là où je rejoins M. Gaïno, mais le sport reste quand même hautement technique quand même. Hein. Le choix qui a été fait auparavant de M. Eto'o, à mon avis, et le monde entier l'a accepté, le monde africain du football était unanime là-dessus, c'était un bon choix. Non seulement il a fait ses preuves sur le terrain en tant que joueur, il a fait une formation et il est devenu ce qu'il est devenu jusqu'à ce qu'il soit nommé président de la Fédération camerounaise de football. Mais
le fait que la politique se soit ingérée là-dedans, eh bien, ça a tout capoté. Ça a tout capoté. Lorsqu'un ministre, M. Gaïno, je suis d'accord avec vous, lorsqu'un ministre met son nez dans le classement, dans le recrutement, dans le choix des joueurs, ça devient compliqué. La politique, c'est autre chose. Le football sur le terrain, c'est autre chose. La politique, vous êtes là à donner les orientations générales, mettre les moyens pour que le sport avance. Point barre, vous vous arrêtez là. Maintenant, l'organisation, le fonctionnement, la technicité du foot, laissez le boulot à l'entraîneur. Chacun son boulot, chacun son taf. C'est là où ça a merdé. Et effectivement, on peut faire des parallélismes avec le Congo-Brazzaville et le Cameroun, mais je ne veux pas le faire aujourd'hui pour faire plaisir, ne pas faire plaisir à M. Gaïno. Merci. D'accord. Au moins, vous faites de la politique. Nos auditeurs ont compris. En fait, il fait de la politique. Monsieur Niamalet, est-ce que là, au Cameroun et à Kinshasa, je ne sais même pas si on connaît le nom du président de la fédération de Kinshasa, mais en tout cas, la RDC, Kinshasa, la RDC ne cesse de progresser. Et quand on parle du Congo-Brazzaville, depuis, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 4-2 avec Mutubile Santos et tout le reste, je ne sais pas si le Congo, depuis 90, a battu la RDC, a déjà battu la RDC. L'esprit de guerriers, de combattants, de gens qui vraiment respectent leur maillot et qui ont ce défi de ne pas perdre les matchs, ça date de plusieurs années. Est-ce que aujourd'hui, quand on regarde cet esprit-là, on ne l'a pas perdu au Cameroun? Et est-ce que cet échec n'est pas la victoire d'Eto, parce que Eto a été écarté en tant que président de la fédération? Il a aujourd'hui le sourire au bout des lèvres, même si au coin des lèvres, même si c'est son pays qui perd. Mais évidemment, mais le sport et la politique ne font pas bon ménage, parce que il faut la séparation des pouvoirs. Mais dès lors que les institutions politiques se mêlent au sport, généralement, ça devient subjectif. Le résultat, parce que le problème, c'est ce qu'on appelle le VAR, la vérité. Le VAR, cette vérité-là, le terrain. C'est pas parce qu'on a dit que c'est plaisant, c'est pas comme la dictature. Là où vous pouvez mettre votre plan, même s'il n'est pas efficace, son efficacité, son incompétence, on tire autre. Mais au sport, ça se fait cache. Monsieur Niamalet, vous êtes loin de votre téléphone, vous êtes en train de bouger parce qu'on a du mal à vous entendre. Mais non, moi j'entends du bruit à votre niveau, ça grince. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher, qui est en train de s'installer sûrement, je ne sais pas, peut-être même Sabine qui nous a rejoint. D'accord, merci. Donc, allez-y, monsieur Niamalet. Ça grince. Donc je disais, vous voyez, au Congo par exemple, au Congo-Brazzaville, le sport a commencé à dégringoler à l'époque du ministre Oba Pounou, quand il nous a ramené comment il appelait ça, la décentralisation ou du sport, quelque chose comme ça, avec les Omistad, il a supprimé les CA Sports, les sports régionaux, des trucs, ils ont mis des omnisports. C'est ça qui a créé le déclin du sport congolais. Parce que la politique s'est missée dans le sport. Et voilà, au Cameroun aussi, Eto, il a été un bon joueur. Après, il a fait les études, il s'est formé pour encadrer les sportifs. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est pas un hasard. Eto avait de bonnes idées. Il était aussi compétent sur le terrain qu'en tant que coach ou en tant que dirigeant. Ça, on ne peut pas le nier. Même s'il a fait, c'est un humain, hein. Il a eu peut-être quelques fausses notes, mais le choix d'Eto, ce n'était pas un mauvais choix. Ce n'était pas un choix de complaisance ou bien de parentocratie. Ça n'a rien à voir, comme ce qui se passe dans d'autres pays. D'accord. Alors, merci beaucoup. Ça nous amène à parler de la politique française avec la sortie de prison de Sarkozy. C'est comme un film américain ou un film français joué. Il y a un film qui avait été joué qui annonçait la prise de pouvoir de Sarkozy, qu'on a appelé La Conquête, qui avait été joué, je crois que c'était par par M. Lindon qui incarnait ce rôle. Alors Sarkozy, c'est celui qui a parlé, qui a beaucoup critiqué les gens de banlieue, qui a vilipendé la délinquance des jeunes des banlieues et qui disait qu'il fallait nettoyer au Karcher et qu'il fallait à tout prix que la loi, que la justice et que la police soient respectées.
lui, il est rentré en prison. Quand il rentre en prison, il critique la justice. Il considère qu'il y a un acharnement sur lui. Et puis, il y a eu avant lui M. Djouri, qui lui aussi a été condamné en même temps que lui, qui demande à sortir, qui lui, la justice ne passe pas. Il reste en prison. Sarkozy, est-ce que vous pensez que sa sortie bénéficie d'une influence autre, notamment politique, parce que ceux qui ont été condamnés comme lui, mais qui ne sont pas d'origine française, restent en prison? Et est-ce que, comme vous l'avez entendu, parce qu'il a été libéré, la justice française n'est plus sous influence, parce qu'elle a fait ce que lui voulait? Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas la chute d'une personnalité politique qui en a trop fait pour devenir président? Monsieur Miambalat. Bon, dans ce que vous avez dit, merci bien, il y a du bon et du moins bon, du vrai et du moins vrai. Parce que, historiquement, il y a des responsables politiques français, notamment des présidents, comme Jacques Chirac, qui ont été aussi condamnés, qui ont eu des démêlés avec la justice, mais qui ne se sont pas retrouvés en prison. Donc c'est une première, c'est inédit qu'un ancien président français se retrouve en prison. Même s'il n'a fait que 21 jours, c'est quand même la prison. Il a senti comment on souffre en prison, c'est aussi quelque chose de bien. Ça prouve que la justice française est indépendante. Parce que Sarkozy a eu beaucoup de chefs d'accusation. Il y en a peut-être près de 5. Donc, il n'est pas... Il en a eu près de 7 à 8. Il en a encore au moins 4 qui sont en cours. Raison pour laquelle je disais, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais je savais qu'il ne pouvait pas rester longtemps. Il fallait faire un geste, si on peut dire, politique et humanitaire, parce que un ancien président, plutôt un pays comme la France, c'est pas quelque chose de bien, mais ça montre que la justice est indépendante. Il a été condamné et maintenant, mais je pense qu'il sera encore condamné puisqu'il a beaucoup de casseroles qu'il traîne. Mais wait and see. D'accord. Merci beaucoup. Madame Miaka, vous n'avez pas commenté le sujet précédent. Si vous voulez, je peux vous le résumer. Sinon, on continue sur Sarkozy. On parlait du football et la qualification du Cameroun battu par la République démocratique à la 92e minute. Pour certains, M. Ndiaye n'apprécie pas beaucoup, mais pour certains, c'est un clin d'œil à la longévité du pouvoir de M. Biya qui, 92 ans, 92e minute, la RDC élimine son pays, le Cameroun se retrouve éliminé. Et à côté, nous parlons de Sarkozy qui sort de prison. Il était rentré, il a accusé la justice, il sort, il félicite la justice. À quel moment pour lui la justice est bonne? C'est quand ça le fait, ça lui va, et quand c'est contre lui, elle est contre lui. Et est-ce que il y a aujourd'hui matière à réfléchir en disant, comme dit M. Miambalat, la justice française est indépendante, ce qui n'est pas le cas dans certains pays africains. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir la reine. La reine n'est pas encore là. Elle n'est pas là ce soir, la reine. Écoutez, comme je viens de prendre le débat en cours, je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais tous les hommes que vous connaissez sont là, M. Miambalat, M. Gaïno et M. Ndiaye. Je représente quand même encore toujours. La gente féminine est toujours bien, elle est toujours représentée. Même absente, elle est représentée. Voilà. Donc, oui, je vais continuer avec vous. Bon, moi, je pense que la condamnation, déjà, l'histoire qui concerne tout ce qui a tourné autour du procès de l'ancien président Sarkozy et sa condamnation, je pense déjà que c'est un message envoyé à l'endroit de l'impunité, qu'il n'y a rien qui soit impuni. C'est un message qu'ils ont voulu envoyer à tout le monde et surtout aux hommes politiques, aux hommes de toutes sortes de politiques, pour dire qu'il n'y a pas d'impunité. Bon, c'est un message très fort que la justice aussi fonctionne, la justice elle est équitable et la justice est pour tous. Bon, aujourd'hui, qu'il n'ait pas terminé sa peine, enfin qu'il n'ait pas vraiment faire le nombre d'années qui lui ont été attribuées comme peine, moi ça me peine aussi. Parce que Sarkozy, il me semble que c'est celui-là même, lors de son mandat, qui avait clamé devant une foule qu'il faudrait que les peines soient exécutées et même au moins le tiers de la peine soit exécutée.
et que pour que la justice puisse fonctionner et pour que les gens qui sont condamnés, reconnus devant le coupable, devant un juge et qui ont une peine, même s'ils doivent être libérés, c'est-à-dire que lui, il avait milité pour que la peine soit accomplie, pour que la personne puisse faire sa peine et que au moins, au minima, que cette personne, avant même d'être libérée pour bonne conduite ou pour autre motif, qu'elle ait entamé au moins le tiers de sa peine. Le tiers. C'est celui-là même qui avait milité pour ça. Je me souviens encore de son discours. D'ailleurs, je vais même le retrouver, vous le mettre sur. Il était vraiment intransigeant là-dessus. Parce que quand il parlait de nettoyer les jeunes au cachère, pour lui, c'est parce que les peines n'étaient pas appliquées, les peines n'étaient pas complètement, les jeunes là, les gens qui étaient condamnés ne faisaient pas leur peine. Et donc, il a appelé aux juges, il a appelé à tous les hommes de la justice, de la magistrature pour exiger que les peines de ces personnes coupables soient au moins entamées, faites au moins à un tiers. Et donc, lui, aujourd'hui, il fait rien de sa peine, et puis, on le libère. Mais dans tous les cas, moi, je suis peiné que celui-là même qui a clamé que la peine soit faite et soit accomplie par le coupable, et qu'aujourd'hui, qui se retrouve devant la grille derrière derrière la prison, enfin, qui se retrouve au banc du prisonnier, et qu'il ne fasse même pas le cas de sa peine. Or, c'est ce que lui-même il avait dit dans son discours quand il était président et quand il appelait la justice française à prendre ses responsabilités. Donc, moi, je suis peiné par rapport à ça. Mais où je suis très, très bien réconforté, c'est que la justice s'est exprimée, certes, mais même Sarkozy lui-même, de tous les mots dont on l'accuse, il a quand même du sang sur la main. Il a participé au saccage de la Libye. Il a participé à la guerre qui a eu lieu en 2011 en Côte d'Ivoire. Et donc, il n'est pas simple. Donc simplement le fait d'avoir symboliquement, sur le plan psychologique, avoir été condamné, pour moi, c'est déjà une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle parce que Sarkozy, comme tous les présidents français d'ailleurs, soutiennent tous les dictateurs africains qui tuent et massacrent leur peuple. Et ils se croient impunis. Et donc que Sarkozy aujourd'hui ait été jugé, que la justice ait été capable de juger Sarkozy, c'est aussi un message envoyé à tous ces croupillons de Paul Biya, tous ces grigous de Ouattara, qu'ils ne seront pas impunis le jour où ils ne seront plus présidents. C'est vrai qu'ils vont s'accrocher au poste présidentiel, mais au moins, c'est pour dire que celui-là même qui fut un temps votre maître, qui a cautionné que vous assassinez, vous maltraitez votre peuple sans être inquiété, celui-là même dans son pays, il a été condamné. Et il a fait la prison, même si c'est pour 3 semaines, il a goûté à la prison. Psychologiquement, c'est marqué dans son casier qu'il a fait la prison. Ça, c'est tout. C'est un message aussi envoyé à tous ces vieux dictateurs de la France-Afrique qui tuent et massacrent leur peuple sans s'en inquiéter, croyant qu'ils pourront être protégés toute leur vie. Il n'y a que la mort qui peut les protéger de la prison des hommes. Sinon, tant que le jour ils ne seront pas présidents, ils seront jugés, même s'ils ont 100 ans. 100 ans, que Biya le sage, que Ouattara le sage, que Sassou, tous ces vieux grigous rampants présidents africains qui sachent que le jour ils ne seront pas présidents là, ils auront affaire à la justice. C'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Dian, la justice, elle passera avec M. Sarkozy. Quand il rentre en prison, il dit que c'est pas la justice. Quand il sort, il dit que c'est un cauchemar et qu'il reconnaît que la justice, elle est passée. Il a fait appel de sa décision, normalement. Mais c'est quand même une condamnation sur 5 ans. Je ne sais pas s'il va faire ces 5 ans. La justice française est indépendante. Dans d'autres pays, on le verra. Le Gabon, il y a un jugement qui se déroule en ce moment qui pose problème. On en parlera. Mais pour le moment, est-ce que vous pensez, quand vous regardez ce qui se passe en France, l'arrogance, la conquête du pouvoir, le désir d'arriver au pouvoir à tout prix, n'a pas-t-elle fait oublier à Sarkozy que la France est un pays où la tradition se respecte et où le respect des uns et des autres n'est pas toujours écrit dans la Constitution? Avoir voulu mettre pratiquement un ensemble de ses opposants, de ses protagonistes, adversaires, notamment son mentor qui était Chirac en prison, avoir fait de la Libye un terrain qui aujourd'hui, on le voit en Afrique, c'est partout pratiquement le désordre. Est-ce que ce n'est pas ça qui le rattrape aussi? Et comme dirait quelqu'un, à l'au-delà, la justice étant tellement
justice, ce qu'il a fait à M. Kadhafi va le hanter toute sa vie. En tout cas, sa carrière devient humiliante pour un ancien président dans l'histoire du monde. Il est l'un des premiers à rentrer en prison, même si ce n'est que pour 20 jours. Monsieur Ndian. Tout à fait, je suis d'accord. Tout à fait, parce que depuis la Ve République, le 4 octobre 1958, avec René Coty, tout de suite après son Excellence le général Charles de Gaulle, jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier chef d'État français, la Ve République, à faire la prison, même si c'est 21 jours. Ça ne fait rien. C'est vrai que nous apprenons à nos étudiants la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, mais il faut savoir quand même que quelque part, même si c'est infinitésimal, il y a quand même une justice à géométrie variable. Le fait même qu'avant avant d'aller en prison, il est passé par l'Élysée, reçu par son Excellence le président Emmanuel Macron. Après, il est allé en prison. Moi, ça m'avait déjà inspiré quelque chose que c'est sûr qu'il devrait, je pensais, bénéficier d'ici décembre de ce qu'on appelle en droit la grâce présidentielle. Je me dis, cet homme-là, le fait d'avoir demandé une audience à Emmanuel Macron, il va demander à ses avocats, quelques jours après, quelques mois après, une grâce présidentielle, et pourquoi pas, on la lui accorderait. Mais il a fait mieux, puisqu'il est resté que 21 jours. Mais je suis d'accord aussi avec Mme Sabine, c'est-à-dire que non seulement c'est un message fort, parce que il est quand même de beaucoup dans la destruction de 3-4 pays africains. Il est de beaucoup pour la destruction de la Libye, avec la mort de Kadhafi. Il est de beaucoup pour ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Il est de beaucoup pour ce qui s'est passé aussi avec Ouattara. Il est de beaucoup pour ce qui s'est passé aussi avec Gbagbo. Il est de beaucoup pour... Donc, moi, je me dis quand même que c'est vrai, 21 jours, c'est peu, alors que lui, il était là pour, comme l'a dit Sabine, il voulait que les gens aient fait quand même la moitié du temps en prison, sinon un tiers en prison, mais il l'a pas fait. Ça ne fait rien. Mais c'est un message qui est passé que nul n'est au-dessus de la loi. Tu peux être président tôt ou tard. La justice étant continue, tôt ou tard, elle finira par te rattraper. Au-delà de toutes les considérations humaines et politiques, il y a aussi la justice divine, parce qu'il est de beaucoup de la mort de Kadhafi. Il est de beaucoup de la destruction de tout un pays, tout un peuple. Mais aussi la justice divine, qui finit par le rattraper. Enfin, je dis que c'est pas fini. Là, les deux pieds ont finalement des bracelets électroniques, parce qu'avant qu'il fasse la prison, il vous souviendra, M. Kayus Ebelebe, qu'il avait dit été condamné. Il était à la maison avec un bracelet électronique. Et là, il est allé en prison, il est ressorti. On nous dit que c'est l'âge de 70 ans. On nous dit que parce que c'est un prisonnier, prison il a encore gardé, et qu'il est possible que, bon, voilà, juridiquement parlant, il a fait appel. On va voir l'examen de cet appel, qu'est-ce que ça donnera. Mais au moins, tout chef d'État en Afrique et dans le monde saura que, quelque part, il y a et la justice des hommes, même si c'est la géométrie variable, mais la justice divine existe. Tout homme finit par payer ce qu'il commet comme infraction criminelle ici sur Terre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Miambalat, la justice divine, elle existe. La méchanceté se paye sur Terre aussi, et que on finit toujours par être rattrapé par ce qu'on a semé, par le mal qu'on a fait, par le mal qu'on a et ce qu'on a voulu incarner auprès des jeunes qui ont cru qu'il fallait être de bon lieu pour avoir quelqu'un qui peut vous considérer comme étant inférieur à la société, mais celui qui devait incarner l'exemple se retrouve être lui-même quelqu'un qui ne respecte pas la justice. Mais merci beaucoup, M. Kayus Ebelebe. Vous savez que les lois que nous subissons ou bien qui existent, les règles, c'est du ressort de l'humain. L'homme fait des lois et c'est l'homme qui piétine ses propres lois. C'est ça le paradoxe aussi de l'humain. Mais au-delà de ça, c'est vrai, il y a la justice que d'aucuns appellent justice divine, mais des scientifiques diront que ce sont les lois de la nature, les règles de la nature. Comme Lavoisier le disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans la nature. Et la nature, souvent, nous rattrape. C'est pour ça, il y a un proverbe ivoirien qui dit « Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps nous enseigne beaucoup. Et dommage que ceux qui sont morts, que Sarkozy, comme les Kadhafi, qui ont souffert par les méfaits de Sarkozy, n'ont pas assisté à la déchéance de Sarkozy.
Même là où ils sont, ils doivent se tourner dans leur tombe. On voyait qu'un président français qui était tout puissant, aujourd'hui, il est en bas de l'échelle, on peut le dire. Oui, mais on peut dire que M. Gbagbo et M. Blé Koudé peuvent, eux le voir. Et peuvent, oui, eux, ils le voient, eux. Mais bien sûr, c'est que même Gbagbo, au fond de lui, il pensait, il dit, oh, mais Sarkozy m'a mené à la haie, lui-même chez lui, il est en prison. Donc, c'est le retour de l'ascenseur. Gbagbo, si il était un charlatan, il pourrait dire que c'est moi qui l'ai charlatanisé. C'est moi qui ai tout fait pour que lui aussi, il goûte la prison. Pour les Africains, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Ce sont les lois de la nature. Quand tu fais du mal à l'autre, il faut penser aussi que ça peut revenir à toi. Le boomerang aussi. Donc, pour Sarkozy, c'est un peu cette situation, la justice divine ou les lois de la nature. Parce que la nature est juste. Ce sont les hommes qui sont souvent injustes par leur subjectivité. Voilà ce que je peux dire. C'est la subjectivité humaine qui entraîne des guerres, qui entraîne les divisions, qui entraîne le tribalisme, qui entraîne tout ce que nous subissons. Merci. Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue et puis vous êtes aussi élu sur place, vous connaissez le système judiciaire, c'est quelque chose qui c'est une machine quand elle se met en route, elle est en route, on dit qu'elle est indépendante, mais on a vu que le ministre français de la Justice, M. Darmanin, a été interdit de rencontrer M. Sarkozy à la sortie de prison. C'était quand même assez choquant, surprenant de voir que le ministre de la Justice pouvait se déplacer pour aller voir un prisonnier, certes qui n'est pas n'importe qui, mais qui est un hors-la-loi aux yeux de la justice et qui, encore une fois, face aux jeunes de banlieue, l'exemple de Sarkozy va servir d'exemple pour dire vous n'êtes pas inférieur à la justice, même ceux qui sont, dit-on, les plus puissants peuvent aussi finir par passer devant la justice quand ce qu'ils font ne respecte pas la loi. Oui, mais c'est tout simplement dire que la loi est au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout individu. Donc, M. Sarkozy, il est là. Il a été condamné, il a subi, mais la loi, il faut dire que la loi précise, on ne peut condamner quelqu'un, le maintenir en détention que lorsqu'il y a des risques. C'est une loi qui le dit. Or, chez M. Sarkozy, il n'y a pas de risque. Moi, je ne le défends pas. Je veux dire tout simplement, la loi reste la loi. Et donc, les juges n'ont ce qu'à appliquer la loi pour sa libération. Que ceux qui ne savent pas, qu'ils le comprennent. Que voulez-vous dire qu'il y a des risques de quoi? Quels sont les risques qu'il courrait d'être en prison? Les risques, par exemple, de fuite. Les risques de dangerosité du club. Bon, moi, je n'ai pas la loi sous les yeux, mais je sais que... il y avait des garanties qui faisaient qu'on peut le libérer. Si on trouve que quelqu'un est susceptible de fuir, il faut le maintenir en détention. Bon, et puis ensuite, il faut l'empêcher d'être en contact avec les témoins. Et il faut... voilà, donc tous ces arguments-là rassemblés ont permis que M. Sarkozy soit libéré. Sauf que M. Gaïno, excusez-moi de vous interrompre, sauf que pour beaucoup de personnes qui passent devant la justice, en général, on dit que c'est minimum 2 mois quand on demande une libération. Là, ça a été en mode accéléré. Bon, moi, je n'ai pas la loi, je ne veux pas discuter sur le délai. Vous le dites. Mais néanmoins, la loi a été appliquée. Bon, maintenant, chacun, vous savez, quand on ne connaît pas la loi, chacun peut dire ce qu'il dit. On le dit sur la base de ce que nous avons entendu dans les médias et sur les journaux avec des experts judiciaires. Bon, ok. Bon. Monsieur Gaïno, c'est que le problème, monsieur Sarkozy, il courait plus le risque en prison qu'en dehors de la prison. Bon, je n'ai pas entendu ça. Moi, c'est ce que dit la loi. Et nous tous, nous l'avons suivi. Donc, pour moi, les juges n'ont ce qu'à appliquer la loi. Il y a encore d'autres griefs dont il va passer encore devant des juges, on verra bien. Bon, moi, je ne commente pas les choses dont je n'ai pas vraiment la maîtrise de la loi. Je n'ai rien, mais tout ce que je sais, c'est que M. Sarkozy ne présente aucun risque, ni de fuite, ni de dangerosité. Bon, voilà. Bon, maintenant, ceci dit, ça montre que la justice est indépendante. On peut reprocher à la justice tout ce que l'on veut. Vous voyez, il y va de chacun de trouver ses arguments. Mais moi, je reste dans le cadre de la loi. Et pour moi, même si M. Sarkozy n'est pas mon homme préféré,
Mais je préfère aussi que dans un pays qu'on applique tout simplement la loi. Voilà. Donc, vous ne reconnaissez pas son côté va-tout? Excusez-moi, monsieur bien malade, vous disiez? Mais je devais dire la loi. On parle, il n'y a pas de loi sans exception. Sarkozy a bénéficié... Quand la loi souffre d'exception, ce n'est plus une loi. Mais laissez-moi parler. Vous avez Mais tu as parlé là au moins pendant 30 minutes. Non, monsieur Gainou, ça a été équilibré. Ça a été équilibré. Non. Allez-y, monsieur bien malade. Bon, mais dans ce cas, laissez monsieur Gainou parler. Non, allez-y, monsieur bien malade. Non, moi j'ai fini, allez-y. Il avait fini. Moi, je disais ceci. Sarkozy n'est pas un prisonnier ordinaire. Donc, il bénéficie de l'exception de la loi qui dit ceci. Il est ancien président. Donc, on trouve qu'en prison, vous avez vu même dès son premier jour en prison, ses co-détenus commençaient à crier. Sarkozy, on va venger Kadhafi, Takidine, remettez l'argent, on sait les milliards, on va le venger. Mais vous voyez, donc, il courait plus en prison. Et la justice tenu compte de ces parties-là. Parce que vous me suivez? Oui, on vous suit. Sauf que M. Gainou est en train de sourire derrière, il semble minimiser vos arguments. M. Gainou, vous n'avez pas assisté apparemment à tous les débats, donc laissez aussi les autres vous apporter ce qu'ils ont appris. Moi, je ne l'empêche pas. Non, mais vous souriez, ça veut dire que vous avez une... C'est normal. Je pense comme ça. Ok, d'accord, mais ça ne serait pas trop bien pour l'autre qui commande de sourire, comme c'est ce qu'il dit n'est pas correct. C'est un peu ça. Bien sûr, pour moi, c'est pas correct. Ce n'est parce que les prisonniers crient que maintenant on peut pas. Non, mais il donne l'argument qui ont emmené aussi à assouplir. Mais moi, je reste dans le cadre de la loi. D'accord, on a compris, mais monsieur Miambalat, lui, il vous dit ce qui est aussi de l'autre aspect. Monsieur Miambalat. Monsieur Kayus Ebelebe, oui. Dites-moi, en France, combien de prisonniers ont été libérés au bout de 21 jours après ces chefs d'accusation? En tout cas, on a vu que les Balkany se sont battus en prison pour sortir. Hein. Ça a été très, très difficile pour eux. Maintenant, monsieur Gainou, qui parle de la loi, il faut qu'il nous démontre quelle est cette loi qui libère quelqu'un au bout de 21 jours, un prisonnier ordinaire, s'il n'est pas chef de l'État. Il n'a qu'à me démontrer cette loi-là. Si c'est pas une... Ou un ministre de la Justice se déplace pour aller le voir. Un ministre en fonction. De la justice déplace, même les députés. Il y a eu même le député. Même le président le reçoit, alors qu'il est quand même. Il a une grâce qui dure de moins de 21 jours du président qui influence. C'est énorme. Donc, M. Gainou a un peu du mal à comprendre la loi française. C'est ce que j'appelle l'exception de la loi. Mais selon toi. Et toi, tu la comprends bien. Merci. Mais bien sûr. Mais je vous pose la question de me donner les exemples des cas pareils, parce que la loi aussi c'est ça, il faut donner des exemples. On ne peut pas parler rien que comme ça. Dans la loi, on donne des exemples. Dans la loi, on donne des exemples. Mais bien sûr. Ça s'appelle la jurisprudence, monsieur Gainou. Il y a des cas de jurisprudence. Est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence? Non, mais là, il n'y a pas un cas de jurisprudence. Écoutez, monsieur, vous cherchez la loi et puis vous la lirez et vous verrez ce qu'elle vous dit. Moi, je ne suis pas juge. Moi, j'ai entendu et j'ai écouté bien les arguments des juges, comme de tout le monde. Bon, moi, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un parce que voilà, il faut le condamner, mais il y a la loi et moi, je me tiens à ce que dit la loi. Ce que dit M. Miambalat, c'est la loi, avec d'autres éléments politiques. Quand on dit que les prisonniers ont crié sur lui, voilà, c'est tout ça. Oui, bon, mais les prisonniers ont crié sur lui, c'est pas ça qui a fait qu'on le libère. Il n'était pas en danger. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit ça. Bon, maintenant qu'il y ait une exception, parce que c'est un ancien président de la République qui ne présente aucun danger. Il avait fait son recours, que le recours était accepté, mais il faut le prendre comme tel. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Moi, on va laisser M. Miambalat conclure. Les décisions de la justice. D'accord. M. Miambalat, vous terminez et puis les autres vont répondre aussi. M. Miambalat. Pour ne pas polémiquer avec M. Gainou, j'insiste qu'il n'y a pas de loi sans exception et M. Sarkozy... Une loi qui sont des exceptions, ce n'est plus une loi. Mais laissez-moi évoluer. Vous interférez... Mais non, mais je dis que la loi ne peut pas souffrir d'exception. Ce n'est plus une loi. Demandez à n'importe qui. Ok, mais laissez-le finir au moins sa phrase, s'il vous plaît. Mais il peut finir, mais celui qui parle de la parole. Allez-y. Bon, il n'avait pas tout dit. Non. S'il vous plaît, M. Gainou est très chaud. Est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas chaud, mais voilà. Moi, ok, d'accord. Monsieur Miambalat, allez-y, vous avez la parole, s'il vous plaît. Concluez sur cette... Monsieur Gainou, vous pouvez me donner la loi qui
libère Sarkozy. Non, mais il n'a pas la loi, il a dit, il n'a pas la loi. Juste finissez, s'il vous plaît. C'est pas un échange entre vous deux seulement, mais finissez, s'il vous plaît. On ne peut pas parler des choses qu'on ne maîtrise pas. On dit demander... D'accord, on peut essayer, nous tous ici, nous ne sommes pas des juristes. Non, s'il le maîtrise, tant mieux. S'il vous plaît, M. Gaïno et M. Niambala. Monsieur Niambala, vous pouvez terminer, s'il vous plaît. Bon, mais je conclus. Si M. Sarkozy a été libéré, c'est pour ces raisons-là. Malgré qu'il a été condamné, c'est un exemple pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est symbolique. C'est une façon de montrer que même un président peut être condamné, même si c'est un jour. Mais comme c'est un ancien président, voilà l'exception de la loi. On le sort, c'est pas un danger, c'est pas un criminel, un bandit de grand chemin, même si il a saccagé pas mal de pays. Donc, Sarkozy, en tant que président français d'un grand pays, il faut quand même le libérer. Mais il a été condamné, raison pour laquelle certains disaient que c'était un syndicat des juges de gauche. Au départ, ils pensaient que c'était la loi de la gauche qui le condamnait. Mais en fin de compte, il a vu que la loi française est injuste par rapport au service rendu à la France, par rapport à ce qu'il était, ancien président. Donc, il fallait quand même le libérer. Mais il a goûté à la prison. C'est ce que j'appelle l'exception de la loi. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, monsieur Ndian. D'accord, monsieur Ndian, après Madame Sabine, Madame Niaka, vous prendra sur ce sujet aussi, vous avez parlé avant. Monsieur Ndian, il y a une exception, il y a une espèce de caractère humanitaire, même si on dit qu'il y a un côté politique. Il faut reconnaître que Sarkozy n'est pas n'importe qui. Pour monsieur Macron, il a dit il y avait quand même l'image de la France, ça jouait. On a vu tous les grands lobbyistes venir sur les plateaux télé pour rappeler quand même que, attention, c'était pas n'importe qui, c'était la France qui était quand même représentée par monsieur Sarkozy. On a vu quand on a condamné madame Le Pen, on a crié au loup, hein, elle aussi, il fallait pas la toucher. Mais là aussi, il y avait quand même un délai d'attente pour son appel qui a été aussi très vite fait. Elle a perdu en appel. M. Sarkozy fait appel pour sortir en 21 jours. Le dossier est traité alors qu'on le disait qu'en général, c'est minimum 2 mois. Est-ce que là aussi, on ne peut pas reconnaître quand même que dans le jeu politique, l'influence sur la justice, elle a eu lieu? Moi, je te dis ceci, M. Caius Ebelebe, avec tout le respect que je te dois, c'est vraiment un cas de jurisprudence. Un cas exceptionnel. C'est quoi la jurisprudence? La jurisprudence intervient lorsqu'il y a une sorte de vide juridique, lorsqu'il y a un cas rarissime, un cas rare qui n'existe pas. Alors on est obligé de faire une interprétation de la loi. Voilà la jurisprudence. Et quand tu cherches, tu vois bien dans l'histoire, tu lis bien l'histoire. Oui. Du 4 octobre 1958, 5e République, naissance de la 5e jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un cas comme ça en France, où un président de la République, après avoir exercé, est jugé et condamné, mis en prison. Condamné, oui, Jacques Chirac a été condamné. Condamné, oui, Alain Juppé a été condamné, les Balkans ont été condamnés. Je dis, oui, en prison, 4 nuits. Non, prison ferme, ils n'ont pas eu ça. Voilà. Il est tout à fait normal qu'ils puissent bénéficier, pas d'un traitement de faveur, non, de certaines mesures exceptionnelles, ce qui fait que c'est pas un danger public, au contraire, en prison. Vous avez vu quelques images quand même. Même devant sa prison, il y avait 2 policiers. Parce qu'effectivement, en prison, il est en danger. Donc le processus judiciaire ne peut pas être arrivé à terme. Si on le laisse là-bas, on va... Ils n'étaient pas seulement devant. Il y en avait un qui était à l'intérieur de sa cellule et il y en avait un autre qui était dehors devant. Voilà. Donc c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Par ailleurs, vous avez déjà vu où quelqu'un qui est en prison, il est visité par le ministre de la Justice. Il n'y a pas conflit d'intérêt? Vous avez déjà vu où un ancien président qui est en prison et il y a des hommes politiques qui cherchent à aller vérifier dans quelles conditions il est. Voilà. Donc, l'ensemble de tous ces éléments périphériques fait en sorte que ça constitue un cas de jurisprudence. Et donc, moi, je suis tout à fait... la loi s'est appliquée, voilà, on l'a fait sortir, mais c'est pas qu'il est libéré. Enfin, c'est pas que les chefs d'accusation sont tombés, pas du tout. Parce que je suis pas un gars de Sarkozy. La justice finira par la voir, quelle que soit la forme, finira par la voir. Il y a encore d'autres cas, d'autres chefs d'accusation qui arrivent. Là, il est déjà condamné pour 2, même s'il a fait appel tout et tout. Il a déjà le bracelet électronique, c'est déjà quelque chose. Au moins, le message est clair aux yeux du monde entier. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Mais c'est ce que j'ai appelé l'exception de la loi qui s'applique à Sarkozy. C'est exceptionnel. Tout à fait, je suis d'accord. Merci. Madame Niaka,
la loi s'applique, l'exception aussi, on essaye de trouver de manière judiciaire, mais de manière assez technique, pour ne pas que la loi soit tordue, comme dit M. Gaïno, on essaye de faire en sorte que les juges sauvent la face, mais que la République soit aussi sauvée quand on fait ce qu'on fait, et qui, aux yeux des autres justiciables, c'est quand même comme l'affaire Palmade, où on a vu Pierre Palmade aller en prison, et puis de la prison, il s'est retrouvé dans un centre de désintoxication, et puis il a été libéré avec un bracelet électronique. On continue, les gens continuent à trouver qu'il y a une justice pour les riches, pour les puissants, et une justice pour les autres. Madame Yaka, je crois que votre micro est toujours coupé. Hein. Monsieur Caillou. Oui, Madame Yaka. Désolé, mon micro était coupé. Oui. Oui, j'ai pas compris. Je disais ceci, est-ce qu'on peut dire que M. Sarkozy a bénéficié d'une justice équitable, tout en ayant quand même une forme de largesse politique pour qu'en le libérant, la justice sauve la face, mais que la France aussi redorse un peu son blason, même si, comme dit M. Ndion, tôt ou tard, il devra payer, il devra faire face à la réalité. Il a des dossiers en justice qui vont le rattraper. Bon, après, comme les autres l'ont dit, Sarkozy, en tant que prisonnier, cette libération est peut-être mise sur le compte du fait que il y a sa sécurité qui devait être assurée avant toute chose, parce que, comme l'a rappelé, je crois, c'est Monsieur Nyambala qui l'a dit, il était en prison, il y avait des insultes, il y avait des menaces, enfin des paroles de menaces et tout. Donc sa libération, c'est plutôt peut-être pour assurer et garantir sa sécurité. Sinon, je pense pas que cette libération soit le signe ou soit le symbole de l'abandon de toutes les charges qui pèsent contre lui. Il y a quand même eu des chefs d'accusation. Plusieurs d'entre eux vont être analysés. Il sera certainement condamné, mais en tout cas pour sa libération là, je ne pense pas que ça soit genre une victoire pour Sarkozy ou une défaite pour la justice. C'est simplement pour assurer sa sécurité. Moi, c'est comme ça que je vois la situation. Mais en même temps, Sarkozy a été reconnu comme quelqu'un qui avait cette facilité d'actionner son carnet d'adresses, voilà, pour se faire des faveurs. C'est même pour ça finalement il y a eu une interdiction de se parler avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice qui lui a rendu visite lors de sa détention. Il a eu une interdiction à le rencontrer là à sa sortie, et on l'interdit complètement de rencontrer ou d'actionner toute chose qui pourrait effrayer, faire changer d'avis, intimider ou lui faire attirer des faveurs. Mais bon, je pense que c'est pas forcément une défaite de la justice. La justice, elle a parlé, elle s'est exprimée dès l'instant où elle a pris en compte ces accusations et qu'elle a jugé M. Sarkozy en tant que tel. Et qu'elle a prononcé une peine. Pour moi, la justice s'est exprimée et elle a été jusque-là, la justice s'est exprimée et que ça va. Pour la sécurité, certainement, il faut qu'il soit ailleurs que dans cette prison. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Caillou. Monsieur Gaïno. Pardon, si vous permettez. Allez-y. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Et je vais vous lire. La Cour d'appel de Paris était saisie d'une demande de mise en liberté de M. Nicolas Sarkozy, formulée à la suite de son incarcération, laquelle a résulté de sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement ferme avec exécution provisoire. Cette demande en liberté était fondée sur les articles 148.1 et 148.2 du Code de procédure pénale. Ceci prévoit que la personne incarcérée dans l'attente d'un jugement peut saisir la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté. En l'occurrence, la juridiction saisie est la Cour d'appel de Paris devant laquelle Nicolas Sarkozy a fait appel sa condamnation au premier degré. C'est donc à celle-ci qu'il incombait d'examiner sa demande de mise en liberté. La Cour d'appel avait 2 mois pour examiner en demande. Elle a été faite dans 3 semaines. Je vais lire ce que dit un professeur de droit. Il dit ceci, que la Cour d'appel a examiné l'ensemble de ces conditions pour considérer qu'elle n'était pas remplie ou à tout le moins qu'elle n'était pas suffisamment
rempli pour maintenir M. Sarkozy en détention. Cela l'a conduite à ordonner sa mise en liberté. C'était la position prise par le parquet général à l'audience qui a requis cette mise en liberté en réclamant qu'il soit assorti d'un contrôle judiciaire, ce qui a été la décision de la Cour d'appel. Donc ça veut dire que M. Sarkozy ne peut pas rencontrer ses anciens collaborateurs, ni même le ministre de la Justice, et il ne peut pas sortir hors de France. Donc vous voyez que ça, c'est la loi, et ce sont quand même les gens qui sont très spécialistes qui le disent. Bon, maintenant que les disent, que les gens montrent où il y a eu, je ne sais pas moi, exception ou ceci, cela, mais écoutez, c'est quand même les juristes qui le disent ici. Et tous ne sont pas pour M. Sarkozy. D'accord, M. Gaïno, quand vous lisez ce que vous avez lu, c'est mon impression personnelle. Vous avez dit exactement ce que tout le monde a dit ici, dans ce que vous avez lu. Mais, non. Absolument. Ah non, parce que absolument. Vous avez lu absolument. Sauf si j'ai mal compris. Non, mais vous avez sûrement peut-être mal compris, je vais vous le dire. J'ai entendu. Vous avez lu ce que tout le monde a dit ici. Il fallait 2 mois. Lui, il a eu ça en 21 jours. C'est vous qui dites ça. Non. 2 mois. Vous l'avez lu là. Le délai maximum. Le délai maximum. D'accord, monsieur Gaïno. Le minimum n'est pas dit. Mais laissez les autres parler, monsieur Gaïno, quand vous parlez, laissez les autres parler. Vous avez lu ce que tout le monde a dit. On a pris en compte des éléments, vous l'avez dit, ce que dit M. Ndion, M. Nyambalat, Mme Miaka aussi. C'est ce qu'on a dit. Ils ont dit ça. On a pris en compte les conditions. Quelles sont ces conditions? Ce n'est pas détaillé, mais parmi ces conditions, il y avait la menace en restant à l'intérieur. D'où la présence de 2 policiers. Quel est ce prisonnier qui bénéficie de 2 policiers à l'intérieur et à l'extérieur de sa cellule? Monsieur Gaïno, c'est qui ce prisonnier-là? C'est l'ancien président. Merci. Vous continuez à confirmer ce qu'on vous dit. Ce n'est pas n'importe qui était prisonnier. Je vous dis 2 mots. Mais monsieur Gaïno, excusez-moi, excusez-moi, il faut qu'on finisse sur ce sujet, qu'on avance. Vous avez confirmé simplement au travers de votre lecture, c'est ce que j'ai compris. Je vais laisser les autres parler. Vous pouvez finir et puis on laisse les autres parler et on passe à notre sujet. Allez-y. Non, mais j'ai fini. Je vais tout simplement. Monsieur Miamat vous répondra. Il a dit ceci. S'ils veulent. Et madame... Non, je ne prends pas la parole. Je ne monopolise pas la parole. Je vous dis tout simplement. La Cour d'appel avait 2 mois pour examiner sa demande. Elle l'a fait dans un délai de 3 semaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas un délai minimum. Il y a un délai maximum. Ça, il faut le savoir. Ok. Voilà. D'accord, monsieur d'accord, vous avez fini. Monsieur Miamalak. Nous ne sommes pas dans les délais comme le dit M. Gaïno. Il a fait une lecture juridique, tout ça, mais elles sont être pragmatiques. Quelles sont les conditions qui n'ont pas été requises? Citez-nous les conditions. Pour je peux les citer, c'était écrit, monsieur. Mais ce n'est pas écrit. Les détails, là. Je veux dire, c'était écrit là. Je n'ai pas voulu tout vous lire. Mais je peux vous le lire si vous me donnez le temps. Bon, on va avancer sur le sujet, M. Gaïno. Je vous ai donné l'article. S'il vous plaît, M. Gaïno, on ne va pas rester longtemps sur ça, on est d'accord. Non, mais c'est pas moi. Vous voulez à tout prix... Ceux qui me le demandent les conditions. D'accord. M. Gaïno, on a compris que vous étiez sur la loi et que M. Sarkozy, tout s'est fait dans l'art de la loi et que lui, c'était un bon justiciable et qu'il a bénéficié de la justice. Nous pensons que la justice a été un peu complaisante. M. Gaïno, pardon. M. Gaïno, si on peut avancer sur d'autres sujets... Non, pardon, pour votre compréhension, je peux lire les conditions qui sont là. Non, je peux les lire. S'il vous plaît, non. Bon, ok. D'accord. Monsieur Miamat, vous concluez, Madame Miaka conclut avec Monsieur Ndion. Et on passe à autre chose. Nous ne sommes pas à l'église pour demander pardon, Monsieur Caius. Lui, il est modérateur. Vous prenez la parole, vous n'avez pas besoin de demander de pardon pour prendre la parole. Donc... mais puisqu'il me la refuse, bon, moi j'allais lire les conditions, elles sont écrites là, puisque tu m'as demandé les conditions. Bon, il veut pas me combien, les conditions? Il y en a combien? Allez-y, lisez-les. Combien il y en a? Il y a combien de conditions? Allez, si vous pouvez lire. Mais pas tout quand même. Ce n'est pas fini. Ces conditions sont la conservation des preuves, les pressions sur les témoins ou victimes, la concertation frauduleuse avec les co-auteurs. Non, mais ça, c'est à la sortie, c'est pas à l'intérieur, M. Gaïno. C'est à la sortie, ça. Ça, c'est les conditions à la sortie. Il ne doit pas rencontrer les gens. Mais justement, c'est pas à l'intérieur. Ça veut dire que, oui, allez-y. Mais ça veut dire que vers la fin, on vous a dit que toutes ces conditions-là ne s'appliquent pas, M. Sarkozy. C'est pas moi qui le dis. Oui, mais ça, c'est les conditions de dehors. Oui, d'accord, allez-y. D'accord. Oui. Mais non, M. Gaïno, ce que vous dites là, c'est dans la forme. Je dis que c'est la forme. Ce ne sont pas ces conditions, c'est la forme. Je suppose que la forme n'a pas été respectée, pas le fond. Donc, comme la forme n'est pas respectée, il mérite la liberté. Ça, c'est un peu la position de la défense.
ce que vous dites là. Ce ne sont pas les conditions. En tout C'est cas, pas moi, la je crois... défense, non, c'est d'accord. c'est un professeur Franchement, de je m'excuse. Mais là, on est en train de débattre sur le même sujet. En fait, en train de stagner. On a compris nos positions chacun. On pense que là, il y a matière à réflexion. S'il faut revenir sur ça, on va revenir. On va avancer. Sauf si monsieur Ndion et madame Miaka voulaient ajouter autre chose. Moi, j'avais un autre sujet qu'on n'a pas cité, mais qui brûle et qu'il faut qu'on en parle. Excusez-moi, madame Miaka, est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur Ndion? Et on passe au sujet. Moi, je pense que Sarkozy, c'est vrai, il fallait le commenter, mais pas tant que ça, puisque en vrai, c'est fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va faire briller autre chose dans le ciel africain. Donc, non, avançons. D'accord. Monsieur Ndion, autre chose? Vous voulez ajouter quelque chose ou pas? C'est bon. Je suis sur la même longueur d'onde que Madame Sabine. D'accord.